Vendredi 21 août 2020, mesdames et messieurs, bonjour. Il est 6h30 et c'est l'heure de vous informer. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part jeudi par visioconférence à un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sur la situation sociopolitique au Mali. Ce sommet a pris à l'unanimité des décisions fortes pour une sortie de crise au Mali, notamment le rétablissement immédiat de l'ordre constitutionnel, la libération immédiate du président Ibrahim Boubacar Keïta et de tous les officiels arrêtés, le rétablissement du président Ibrahim Boubacar Keïta dans ses fonctions de président de la République et la mise en œuvre immédiate de sanctions contre tous les dignitaires putschistes, leurs partenaires et leurs collaborateurs. On fait le point avec Jérôme Kofi Aboula. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ce jeudi en concertation. La rencontre pour cause de la Covid-19 s'est encore tenue par visioconférence. Au centre de cette rencontre, la situation sociopolitique au Mali, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. En la présente session, s'est prononcée pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel au Mali, après l'arrestation par une junte militaire du président malien Ibrahim Boubacar Keïta, qui l'a obligé à démissionner. Nous exigeons la libération immédiate du président Ibrahim Boubacar Keïta et de tous les officiels qui ont été arrêtés. Nous rappelons aux militaires putschistes leur responsabilité sur la sûreté et la sécurité du président Ibrahim Boubacar Keïta et des officiels arrêtés. Nous demandons le rétablissement du président Ibrahim Boubacar Keïta en tant que président de la République, conformément aux dispositions constitutionnelles de son pays. Nous suspendons le Mali de tous les organes de décision de la CEDEAO avec effet immédiat. Nous demandons la mise en œuvre immédiate d'un ensemble de sanctions contre tous les militaires putschistes et leurs partenaires et collaborateurs. Nous décidons de dépêcher immédiatement une délégation de haut niveau pour assurer le retour immédiat de l'ordre constitutionnel. Nous demandons la montée en puissance de la force en attente de la CEDEAO. Nous allons donc engager des discussions avec les responsables de la junte militaire pour leur porter le message de notre communauté et leur faire comprendre que le temps des prises de pouvoir par la force est révolu dans notre sous-région. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, à l'instar des autres chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, a pris part à cette visioconférence sur la situation au Mali. Il s'agit pour le chef de l'État ivoirien et ses pairs d'apporter leur concours pour permettre au Mali de surmonter rapidement la crise aux conséquences graves qu'il traverse. Cela conformément au protocole additionnel sur la bonne gouvernance et le respect de la démocratie dans l'espace CEDEAO. On parle à présent des affaires locales. Mercredi dernier, à l'issue d'un conseil des ministres, le gouvernement a annoncé l'interdiction des manifestations sur la voie publique jusqu'au 15 septembre. Il autorise notamment les rassemblements dans les endroits clos. Le directeur de cabinet du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation était sur le plateau de RTI 1 pour expliquer la mesure. Nous l'écoutons. Je voudrais rappeler que le Conseil des ministres d'hier a pris une décision extrêmement importante. Il s'agit de la suspension des manifestations sur la voie publique. Je rappelle les termes de cet arrêté. Il s'agit d'abord de l'arrêté interministériel numéro 804, MATED, MSPC du 19 août 2020, portant suspension des marches et autres manifestations sur la voie publique. Cela signifie quoi? Cela signifie que désormais, au terme de cet arrêté, les organisations de la société civile, les formations politiques qui veulent organiser des manifestations publiques ne peuvent plus les organiser sur la voie publique. En revanche, l'arrêté, au terme de cette disposition, autorise ces organisations à tenir leurs manifestations dans des lieux clos. Et il s'agit pour ces organisations de se conformer aux dispositions de cet arrêté qui vient d'être pris par le gouvernement. Cela nous amène à rappeler les motivations
de cet arrêté. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, nous avons eu dans certaines localités du pays des manifestations qui ont entraîné des dégâts matériels importants et même mort d'hommes. Suite à ces violences, le gouvernement a estimé qu'il fallait désormais prévenir ce type de manifestation. C'est alors que la décision de suspension est intervenue. Donc il ne s'agit pas, bien sûr, de brimer les partis politiques, mais il s'agit d'une mesure d'ordre public pour préserver les vies humaines et également pour préserver les biens publics et privés. Alors, des femmes de l'opposition entendent manifester demain, malgré cette mesure. Elles disent avoir saisi l'autorité. Quelle est votre réponse à cette demande? Je voudrais bien insister là-dessus, et c'est d'ailleurs pourquoi je suis sur ce plateau. Ces marches ne sont pas autorisées tant qu'elles seront faites sur la voie publique. En revanche, ces marches peuvent se tenir, ces manifestations peuvent se tenir dans des lieux clos, ce qui va permettre aux forces de l'ordre, aux agents de sécurité d'encadrer ces manifestations pour qu'elles puissent se dérouler dans les conditions les meilleures et préserver la vie des personnes, préserver les biens publics et les biens privés. Merci, monsieur. Peut-être qu'il faudrait ajouter que les organisations de la société civile et les partis politiques doivent se conformer à ces dispositions. Pour les contrevenants, l'arrêté que je viens de citer a une disposition claire là-dessus. Au niveau de l'article 4, effectivement, les contrevenants vont s'exposer à des poursuites judiciaires. Voilà, c'était les précisions du directeur du cabinet du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. La gendarmerie nationale a annoncé mardi dernier l'arrestation de 5 individus, dont 2 meneurs des marches éclatées de l'opposition il y a une semaine. Ils sont accusés de troubles à l'ordre public, d'incitation à la haine et de tentative de déstabilisation de l'État de Côte d'Ivoire. Des individus qui risquent de lourdes peines d'emprisonnement, selon Jean-Marc Yadji. 5 individus mis en garde à vue par des éléments de la section de recherche de la gendarmerie nationale. Ils ont été interpellés le mercredi 12 août et au lendemain des manifestations du jeudi 13 août dernier. 2 parmi eux sont accusés de troubles à l'ordre public et d'incitation à la révolte lors de la marche de l'opposition. Les 3 autres ont été appréhendés après perquisition de leur domicile par les unités de recherche de la gendarmerie. Motif: tentative de déstabilisation de l'État de Côte d'Ivoire. Ils risquent tous de lourdes peines d'emprisonnement. Les enquêtes sont en cours pour situer les responsabilités. Autre chose, à présent, le gouvernement ivoirien va créer une ligne express pour desservir le corridor Yopougon-Bingerville, une ligne qui s'inscrit dans le projet de mobilité urbaine du Grand Abidjan. Selon les spécialistes en la matière, le projet pourrait impacter le transport traditionnel, notamment les baka et les taxis. On en parle avec Lanciné Bakayoko. Ce projet de mobilité urbaine d'Abidjan prévoit une ligne directe entre les communes de Yopougon-Atekoubé, Adjamé-Plateau, Cocody et Bingerville. En plus de régler les problèmes d'embouteillage, ce projet va surtout apporter un appui significatif au transport conventionné à Abidjan à travers la réhabilitation des voies de rabattement et des infrastructures de la Sotra avec de nouveaux dépôts de bus. Ce bouleversement qui arrive va avoir un impact sur les autres modes de transport. Le taxi communal, le minicar. Pour éviter donc que ce pan-là disparaisse, le gouvernement a souhaité que les acteurs soient impliqués et réfléchissent pour pouvoir maintenir les emplois, maintenir le matériel roulant et maintenir nos salariés. Des inquiétudes en termes de manque à gagner sont toutes légitimes, mais pas de panique. Diverses mesures comme le renouvellement du parc automobile à hauteur de 2000 taxis-compteurs et de 1000 baka ont été prises par le gouvernement. D'autres projets tels la formation des chauffeurs, les centres d'alphabétisation et de santé sont également inscrits au programme. La réussite de la mise en œuvre de ces différentes actions nécessite une collaboration étroite avec les acteurs concernés pour que chacun bénéficie de ce qui est prévu dans le cadre du projet. Une amélioration de la mobilité à Abidjan de l'ordre de 20% pourrait faire bondir la croissance économique du pays d'au moins 1%, tout en assurant une professionnalisation du transport artisanal. Si le transport véritablement
se métamorphose et change et évolue positivement, ça va tirer encore l'économie et donc on pourra partager les richesses et chacun pourra être un peu plus à l'aise. Avec la ligne express Yopougon-Bingerville, les temps de déplacement seront réduits drastiquement et 600 000 emplois supplémentaires deviendront accessibles en moins d'une heure. Faisons à présent le point de la situation de la Covid-19 au 20 août 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré jeudi 17 nouveaux cas de Covid-19 sur 330 échantillons prélevés, soit 5,1% de cas positifs, 189 guéris et un décès. À la date du 20 août, la Côte d'Ivoire compte donc 17 249 cas confirmés, dont 14 611 personnes guéries, 112 décès et 2526 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 117 115. Et on continue de parler de coronavirus avec notamment ce don du GIZ à la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire. En plus d'offrir des kits sanitaires au CNFCI, l'Agence de coopération internationale allemande pour le développement a aussi octroyé la somme de 47 millions de francs CFA pour mieux lutter contre la pandémie à nos frontières. Walter Amadou Ouattara. On dénombre 397 villages ou campements, dont 341 points de passage non officiels. Dans ce contexte, la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire, CNFCI, enregistre une recrudescence de foyers confligènes aux frontières du Burkina Faso, du Mali et de la Guinée. Pour apporter une réponse à cette situation, la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire a initié le projet Sensibilisation à la cohabitation pacifique et formation à la lutte contre la COVID-19 avec remise de kits sanitaires aux populations dans les zones frontalières. Le projet est soutenu par la République fédérale d'Allemagne à travers le GIZ. Ce projet vise à renforcer la sécurité physique et sanitaire ainsi que la paix dans les zones frontalières de la Côte d'Ivoire. C'est un coût global de 47 17 000 francs CFA consacré à 3 grands chapitres: sensibilisation et communication sur la COVID-19, formation à la cohabitation pacifique et aux gestes barrières et acquisition de matériel et équipements. Au nom du GIZ, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire remet ainsi des kits sanitaires à la Commission nationale des frontières. Je tiens à réitérer une fois de plus mes sincères félicitations à l'État ivoirien pour tous les efforts consentis et les initiatives prises dans le cadre de lutte contre le Covid-19, efforts qui ont débuté à donner de bons résultats. En témoigne la situation actuelle du point de lutte contre cette maladie. Doropo, Kanyasso, Mbengue et Kong constituent entre autres les chefs-lieux des localités bénéficiaires de ce projet. Nous mettons à présent le cap sur la ville de Yamoussoukro, où le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, a inauguré jeudi un laboratoire de langue. Il s'agit d'un don du ministre aux élèves des classes préparatoires aux grandes écoles de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, la correspondance de Kader Sogodogo. Un laboratoire de langue français-anglais avec 22 postes ordinateurs dotés d'Internet haut débit, un tableau interactif et des livres de mathématiques de tout genre. Le tout premier de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro depuis sa création en 1975. Il s'agit d'un don d'un mathématicien doté de connaissances statistiques hors pair. Le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, ancien étudiant de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, de la promotion 1992-1993 des classes préparatoires. Dans le courant de l'année 2019, Monsieur le ministre du Budget et du portefeuille de l'État a bien voulu accéder à nos sollicitations à l'effet de contribuer à la réhabilitation des résidences des étudiants, dont celle de l'INPHB Sud, qui connaissait une dégradation relativement prononcée. Ancien élève des classes préparatoires, a bien voulu marquer sa reconnaissance vis-à-vis de son école
en finançant personnellement un laboratoire de langue. Pour le donateur, aujourd'hui, ces cadets doivent avoir un autre atout, l'anglais, une exigence dans un monde de plus en plus compétitif. Je m'honore d'avoir contribué modestement à la réalisation de ces travaux. C'est un dispositif utile, nécessaire pour le renforcement des capacités des élèves de l'INP-HB de Yamoussoukro. La maîtrise de l'anglais notamment est le sésame des carrières professionnelles à l'international. Et pour nous, cadres francophones, c'est un atout supplémentaire. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, cette action est un exemple à suivre. Je souhaite vivement que les anciens de l'INP-HB qui aujourd'hui occupent des places de choix dans notre administration et dans notre tissu économique, notamment au niveau des entreprises privées formelles, que chacun de ces cadres-là donc suive l'exemple de M. le ministre du Budget. Après l'inauguration et la visite du laboratoire et d'une salle de classe, Moussa Sanogo a pris du plaisir à revisiter sa chambre d'étudiant. L'émotion, bien entendu, était au rendez-vous. C'est beaucoup d'émotion de revenir tant d'années en arrière et trouver sa petite chambre d'étudiant où on a passé tant de nuits, je ne dirais pas blanches, mais presque, à essayer de résoudre des exercices. Cette année, malgré le coronavirus, l'INP-HB de Yamoussoukro a de nombreux étudiants de l'école préparatoire qui sont admis pour des écoles d'ingénieurs, les plus prestigieuses du monde d'ailleurs. Et l'actualité internationale nous conduit en Mauritanie où 5 jours après sa convocation, l'ancien président n'a toujours pas quitté les locaux de la Sûreté nationale. Mohamed Ould Abdelaziz est accusé de crimes économiques. Les policiers souhaitent l'entendre sur des présumées malversations financières durant sa décennie au pouvoir entre 2008 et 2019. Selon ses avocats qui ont rapporté ses propos, l'ex-chef de l'État qualifie d'illégal sa convocation à la Sûreté nationale. Et puis, décédé le 11 avril dernier, plusieurs personnalités africaines se sont jointes à la nation togolaise hier jeudi pour faire un dernier adieu à Eden Kodjo. Après les hommages au fils du terroir, il y a quelques jours dans son village, des adieux aux grands commis de l'État, aux diplomates et anciens premiers ministres ont eu lieu dans la cathédrale Sacré-Cœur de Jésus de Lomé. C'est donc à l'unisson et dans la ferveur que l'ancien secrétaire général de l'OUA, Eden Kodjo, a été conduit à sa dernière demeure. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ces 6h30. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'information continue sur le www.rti.ci.